Comment un ado peut survivre à la perversion de son parent? Pourquoi parler de cette période de transition en particulier qu'est l'adolescence? Eh bien, la perversion narcissique d'un parent ne disparaît pas avec le temps, elle se transforme et se révèle sous de nouvelles formes durant l'adolescence. Comprendre cette dynamique est crucial pour les adolescents et pour les personnes de son entourage qui cherchent à les soutenir. Nous pouvons tous jouer un rôle déterminant en aidant les jeunes à développer des mécanismes d'adaptation sains et à établir des frontières claires avec des figures parentales perverses narcissiques. Bien sûr, l'aide d'un professionnel de la santé mentale, c'est-à-dire un psychologue et ou un psychiatre, seront souvent indispensables, mais je vous propose avec cette vidéo des amorces de pistes pour les accompagner au mieux depuis votre place. Nous comprendrons pourquoi cette période de bouleversement intense à l'adolescence représente une phase de transition aussi menaçante pour le parent pervers narcissique que pour l'enfant. À quelles difficultés l'adolescent sera exposé et comment l'aider à se positionner. Eh bien, pour répondre à ces questions, nous verrons tout d'abord ce qui se passe dans la tête du parent pervers narcissique avec la naissance de son enfant, pour ensuite comprendre l'évolution de ses réactions parentales, et ce qu'il mettra en place pour résister aux changements liés à l'adolescence. Et puis enfin, bien sûr, nous verrons alors les conséquences pour l'adolescent et ce qui peut être important de faire pour l'aider à se positionner dans un lien toxique. Je suis Lucie Mira, psychologue clinicienne. Je ne distribue pas de recettes miracles, je ne suis pas non plus une coach du bonheur. Je suis une professionnelle de la santé mentale qui met à votre disposition mon savoir, celui qui me paraît vous être utile pour mieux se comprendre les uns les autres. Mon envie, vous l'aurez compris, c'est de partager. Et si vous voulez vous aussi vous engager dans la diffusion de ce savoir, eh bien, likez, abonnez-vous, écrivez un commentaire et vous aussi, ainsi, vous contribuez à ce partage. Alors, commençons tout d'abord avec l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire le début de la vie de l'enfant. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour le pervers narcissique lorsqu'il est en relation avec son petit enfant pour comprendre ce que cela lui renvoie lorsque ce petit être grandit. Parfois, le parent pervers narcissique n'investit pas du tout l'arrivée de l'enfant, l'envisageant comme un obstacle à la relation d'emprise au sein du couple, d'emblée. Mais parfois, l'arrivée de l'enfant est très investie, de manière narcissique bien sûr, c'est-à-dire de manière à projeter sur lui une fonction de faire valoir, qui permettra aux parents pervers narcissiques d'assurer sa domination et sa toute-puissance. Dans mes consultations, certains de mes patients en couple avec un ou une perverse narcissique me rapportent que leur compagnon ou compagne n'était pas aussi agressif, voire pas du tout, quand les enfants étaient petits. Il leur semble que le conjoint s'occupait d'eux, qu'il jouait même, mais avec le temps, il se révélait de plus en plus dur, exigeant, agressif et rejetant. Et il en est de même parfois pour mes patients qui ont eu un parent pervers narcissique. Ils ont le souvenir de changements avec le temps sans qu'aucun événement extérieur précis ne puisse expliquer cela. Alors, ce phénomène n'est pas systématique. Je rappelle que parfois le parent pervers narcissique est rejetant dès la naissance de l'enfant. Mais s'il ne l'est pas, eh bien il va le devenir. Je rappelle aussi que la perversion narcissique concerne les pères comme les mères. Pour le parent pervers narcissique, à la naissance, lorsqu'il investit son rôle parental, eh bien, il est en contact avec un petit être vulnérable, en totale dépendance, sur qui il a un pouvoir total de vie ou de mort, ce qui lui assure une toute-puissance extrêmement glorifiante. Car ce lien lui assure un sentiment de domination garanti. Et au fur et à mesure, il cherchera à provoquer l'enfant pour lui proposer des défis, et le parent gagnera évidemment à tous les coups. D'autant plus que, pour l'enfant, son parent est le plus fort, et il sera son modèle. D'ailleurs, le parent utilisera sa supériorité pour montrer à l'enfant à quel point il est puissant et l'inscrira ainsi dans un rapport de force où l'enfant devra valider toujours la supériorité du parent. Vous savez, quand les enfants sont petits, ils ont besoin de montrer aux parents leur progrès, le fameux « Hey maman, papa, regardez ce que je suis en train de faire ». Eh bien, le parent PN, lui, montrera à l'enfant à quel point il le domine en gagnant au jeu ou en courant plus vite, en tout cas en étant meilleur que lui. L'enfant doit lui reconnaître cette supériorité. Et s'il ne le fait pas, le parent PN insistera pour le rabaisser. Mais tout cela sous couvert de jeu, d'humour, de taquinerie, qui seront en réalité plus de l'ordre du sarcasme et de la moquerie ironique que d'une complicité comique. Les messages paradoxaux seront diffusés à foison, comme par exemple en s'adressant à un tout petit enfant qui apprend la marche « Allez, avance fainéant !»
Ou à une petite fille d'à peine 2 ans qui commence à parler, la mère lui dit « Allez, parle un peu, qu'est-ce que tu racontes ?» Et la petite fille se lance dans son langage peu maîtrisé, et la mère répond « Je comprends rien, mais parle plutôt que de baragouiner. » C'est-à-dire, je t'encourage et je te montre en même temps ton inaptitude. Ou bien, si un enfant est interrogé et qu'il sait répondre, eh bien, il se verra inévitablement exposé à une autre question plus difficile, jusqu'à ce qu'il soit coincé et en échec pour s'entendre dire « Ah c'était pas la peine de faire le malin avec ta première réponse, si tu ne sais même pas répondre à celle-là. » Ces exemples que je vous donne avec des tout petits enfants révèlent qu'il y avait déjà une part de violence chez ce parent pervers narcissique. Mais comment se fait-il qu'elle soit passée inaperçue par l'autre parent et par l'enfant lui-même ? Bien, ce parent pervers narcissique était déjà humiliant dès la petite enfance, mais à bas bruit, et avec une attitude générale dévouée, enrobée dans beaucoup d'attention, d'affection. Effectivement, il est difficile pour l'autre parent de réaliser cette part de violence, car le conjoint PN se montre par ailleurs extrêmement investi dans son rôle de parent. Il ne peut donc qu'être un parent aimant, mais maladroit. C'est lui qui amènera l'enfant à ses entraînements de tennis, c'est lui qui pourra l'aider dans ses devoirs, c'est ce même parent qui pourra s'investir en tant que parent d'élève. Même si toutes ces démonstrations sont utilisées pour montrer à tous, à l'enfant comme aux autres, à quel point il est un bon parent, il se montrera aussi très attaché à son enfant. Et le regard extérieur peut même souligner à quel point l'enfant a de la chance d'avoir un parent qui s'investit autant. Car le parent pourra aussi être très affectueux, voire tendre avec son petit. Et puis tout le monde est attendri devant une scène d'affection entre un enfant et son parent. Alors, où est le problème, me direz-vous ? Bien, c'est que ce qui se joue dans ce lien relève d'un mouvement d'appropriation, de possession. Je vous explique ce qui se passe du point de vue du parent pervers narcissique. Pour lui, son enfant est comme une poupée, un doudou à choyer qui est là pour lui apporter tout le réconfort et l'aimer éternellement. Cette poupée sera toujours là pour le parent car cette mère ou ce père lui donne toute son affection. Ils ne font plus qu'un et resteront unis à jamais. Alors, ce parent pervers narcissique l'enferme d'emblée dans une union où il projette ses désirs de fusion et où l'enfant n'a aucune existence à part entière et n'est que le support de ses projections. C'est sa chose, son doudou, sa poupée. L'enfant est là pour lui. Et ce désir de lien fusionnel renvoie à un fantasme incestueux. Et lorsqu'il y a ce type de fonctionnement dans une famille sans acte incestueux posé, on parle de climat incestuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, mais un lien d'emprise dans lequel l'enfant n'est pas considéré à sa place et est utilisé pour satisfaire les besoins et les désirs de l'adulte. C'est ainsi qu'on retrouve des enfants très souvent mis au service du parent pour faire des tâches domestiques ou s'occuper des petits frères ou sœurs. Alors, c'est tout à fait normal d'impliquer les enfants dans les tâches de la maison pour leur inculquer le sens du collectif, les responsabiliser, les autonomiser. Mais avec le parent PN, l'enfant sera soumis très jeune et sera culpabilisé s'il cherche à se dérober à ses obligations. Il entendra des réflexions comme « avec tout le travail que tu me donnes, tu dois m'aider hein. » ou « tu peux bien faire ça avec tout le temps que je passe à t'aider pour tes devoirs ». C'est-à-dire que l'enfant est considéré comme devant rembourser une dette qu'il devrait payer en rendant service en retour. La hiérarchie des places, la différence entre les générations n'est jamais posée. On est dans un système d'égal à égal. Je fais des choses pour toi, alors qu'elles appartiennent complètement au rôle du parent, mais tu devras faire aussi des choses pour moi en retour. Sinon, y a pas de raison que je continue à t'emmener à ton sport, à te déposer aux fêtes d'anniversaire, etc. La menace de perte de liberté tombe de manière officielle et déclarée. Ce qui laisse entendre estime-toi heureux de tout ce que tu as, car j'ai le pouvoir de tout enlever. Et là, les murs de la prison commencent progressivement à se rendre visibles au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ils existaient, mais étaient invisibilisés par le dévouement mis en avant et l'affection témoignée du parent. Un parent si aimant ne peut pas être méchant. Alors on voit bien pour l'enfant ce qui est en train de se dessiner comme piège pour lui, mais pour le parent pervers narcissique, lui aussi se trouve piégé. Car avec la croissance de son enfant, de sa poupée, de son doudou, il est en train de perdre sa petite chose à laquelle il tenait tant. Mais comme il ne peut pas se déprimer ni accueillir la peine en lui sans la retourner en agressant un autre, c'est la particularité de son fonctionnement,
toute émotion négative est transformée en coup à donner à quelqu'un. Le pervers narcissique se sent persécuté par cet ado et il est donc normal pour lui qu'il le corrige. Donc on comprend qu'il y a eu au départ un déni général de la violence durant l'enfance, car le parent se montre investi dans l'éducation et les critiques sont faites sur le ton de l'humour alors qu'il s'agit de moquerie et de sarcasme, et que l'enfant est d'emblée pris dans une obligation de flatter l'ego du parent et de se rendre utile s'il veut se sentir aimé. L'emprise affective est établie par un mode relationnel incestuel qui enferme l'enfant à une place d'objet sans pouvoir exister selon ses propres désirs et envies. Nous arrivons donc au changement inhérent à cette période de croissance. Comment la relation va évoluer ? Nous avons vu que le parent avait surinvesti l'enfant comme une prothèse narcissique pour toujours le dominer et se sentir tout puissant. Et qu'il y avait une emprise affective dans laquelle l'enfant n'est pas reconnu comme différent avec ses besoins propres, il doit rester dans sa fonction de support narcissique pour le parent. Eh bien, le père ou la mère pervers narcissique va vivre la croissance de son enfant comme une trahison. Comme si cet enfant qui devient adolescent lui volait le petit être auquel il tenait tant. Il devient un traître. Vous vous rappelez le contrat de départ dans la tête du parent pervers narcissique ? L'enfant est dépendant et le parent lui sera toujours indispensable, car il sera toujours un héros pour l'enfant. Donc cet adolescent incarne le jeune homme ou la jeune femme menaçante. De mignon et attendrissant, il passe à un agresseur présumé, à un rival dont il faut se méfier. Le dominer et le maintenir à sa place d'enfant idéal qu'il devait être est la seule alternative pour le parent PN, ce qui revient à tuer l'individu qu'il devient. Et si l'ado proteste, car il n'est plus un enfant, eh bien il faudra le fragiliser en l'humiliant pour le déstabiliser et le rendre vulnérable, le culpabiliser pour maintenir une emprise affective, infliger un renforcement du contrôle pour entraver ses tentatives d'émancipation, et provoquer des crises pour mettre en souffrance le reste de la famille, empêchant le jeune d'abandonner l'autre parent ou son frère, sa sœur, à un climat aussi violent. Le parent PN devient de plus en plus agressif à la mesure où l'adolescence représente une perte de son pouvoir. Avec l'enfant, le parent PN dominé, avec l'ado, il est exposé à un esprit critique. Avec l'enfant, le parent était admiré, avec l'ado, le miroir narcissique se brise. Avec l'enfant, il croyait pouvoir l'enfermer dans une dépendance éternelle. Avec l'ado, il perd un contrôle avec l'approche de son statut d'adulte. Le parent pervers narcissique découvre à travers son enfant un rival qu'il faut abattre. D'ailleurs, on entend souvent ce parent dire, dès que son adolescent s'affirmera en réalisant son propre choix indépendamment de la vie du parent, « j'ai perdu mon enfant ». Ou bien quand il tombe amoureux, « on m'a enlevé mon enfant ». À ce moment-là, le parent exprime à l'état brut sa problématique. Alors comment le parent pervers narcissique va-t-il tenter de mettre en échec l'épanouissement de l'adolescent pour le maintenir en état de grande dépendance et permettre à ce père ou cette mère perverse narcissique de rester indispensable? Alors il n'est pas rare que le parent use de stratégies de chantage affectif pour culpabiliser l'adolescent. Tu vas quand même pas me laisser seule ce soir. Mais c'est parce que je t'aime que j'ai envie de passer du temps avec toi. Bah non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession quand il n'y a aucune considération pour les désirs et les besoins de l'autre. Une autre manière d'entraver la liberté de l'adolescent est de le polluer avec un tas de problèmes qui ne le concernent pas. Le parent faisant de lui son confident, pouvant même lui confier une intimité très dérangeante à entendre sur la sexualité du parent, par exemple. Je me souviens d'une adolescente qui me rapportait que durant tout le trajet en voiture pour venir à notre rendez-vous, sa mère lui faisait part de tout un tas de problèmes qu'elle rencontrait, que ce soit à son travail, à la banque, ou avec le petit frère ou la grande sœur, et pareil sur le chemin retour. C'est-à-dire que cette jeune fille arrivait à mon cabinet polluée par la charge anxieuse déversée par sa mère, puis ne pouvait pas profiter de calme sur le retour pour réfléchir à ce qui s'était dit, car son espace mental était de nouveau envahi par la mère. Cette initiative de sabotage de l'espace de la patiente montre comment la mère était à la fois toute bonne en amenant sa fille consulter, tout en tentant de l'empêcher de parler d'autres problèmes que ceux déposés par la mère. Un autre procédé de captation de l'adolescent pour l'empêcher d'échapper aux parents pervers narcissiques est de créer une alliance contre l'autre parent. Pour cela, il proférera régulièrement des critiques du conjoint, s'en plaindra auprès de l'adolescent,
ou lui accordera des permissions qui annulent l'autorité de l'autre parent, et de préférence en cachette, ce qui s'inscrit dans une alliance incestuelle. Car le parent et l'ado partagent du coup des secrets pour exclure l'autre parent. Ils transgressent la place du couple pour en créer un autre parallèle, uni par cette intimité secrète. Ces mécanismes d'emprise que sont la culpabilisation, la séduction incestuelle, s'ajoutent une attitude intrusive. Je dois tout savoir, c'est normal, je suis ton père, je suis ta mère, ainsi que la négation de l'autre parent et l'impossibilité pour l'ado de faire valoir son point de vue. Car il n'y a aucune remise en question possible du parent avec à la place des monologues qui imposent à l'adolescent une soumission passive. Alors bien sûr, tout cela impacte l'équilibre de cet adolescent puisqu'il sera régulièrement dévalorisé dans un climat familial avec des tensions, un interdit de vivre pour lui et une menace permanente d'être rejeté. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il est exposé à cet âge de l'adolescence à un double travail psychique. Il doit à la fois faire le deuil de son parent idéal, deuil d'une enfance choyée, mais en plus tuer symboliquement le parent pervers narcissique pour ne plus se soumettre à cette violence. Alors, ça veut dire quoi tuer le père ou la mère symboliquement ? Pour s'épanouir, chacun a un travail de deuil à faire, puisque nous ne pouvons pas correspondre à l'enfant idéal que tout parent désire automatiquement. Chacun est obligé de s'accepter tel qu'il est, malgré ce décalage entre l'idéal et la réalité. Et pour le parent, il s'agit aussi de son côté de faire le deuil que son enfant ne soit pas l'enfant idéal projeté, il ne sera pas le champion de ceci ou ne réalisera pas les rêves du parent. Eh bien, si faire le deuil pour soi-même de ne pas être l'enfant idéal est difficile, le deuil pour les parents que l'enfant ne corresponde pas à ses désirs est aussi difficile, et pour le pervers narcissique, cela est impossible. Ceci explique le rejet par le parent PN plutôt que l'acceptation de l'adolescence. L'adolescent, quant à lui, devra effectuer ses propres deuils. C'est la condition qui fera disparaître la crainte de son parent, car il aura compris que la violence parentale était guidée par les failles du parent et que cela n'a rien à voir avec ce qu'il est. Ce n'est pas l'adolescent qui est décevant, mauvais, incapable et méchant, c'est le parent qui cherchait à le lui faire croire pour mieux exercer son emprise. Se libérer de la sorte, c'est replacer chacun à sa place et restaurer une vérité. Cette vérité est à la fois libératrice et en même temps douloureuse, car c'est reconnaître que la jolie famille à laquelle on a voulu que l'ado croie n'existe pas. Et qu'au nom de l'amour, c'était la destructivité qui était en œuvre pour tuer l'adolescent à défaut de pouvoir conserver l'enfant. Alors, vous comprenez bien que c'est un chemin douloureux et parfois, on peut avoir peur que cette réalité apparaisse aux yeux de l'adolescent. Peur de tuer l'image du bon parent, et puis c'est son père quand même, ou c'est sa mère quand même. Et puis quoi ? Ah oui, effectivement, et c'est bien triste d'avoir un parent qui peut paraître à la fois aussi dévoué et aussi destructeur. Mais l'ado aura à reconstituer les deux figures de son parent pour comprendre qu'il ne s'agit que d'une seule et même personne et qu'il doit s'en protéger. Pour l'aider, il sera capital de valider ses ressentis, de lui confirmer que c'est tout à fait normal de se sentir mal quand on se trouve coincé dans cette impasse, qu'il a le droit de ressentir de la colère, de la tristesse, car ce qu'il vit n'est pas normal. Il comprendra alors qu'il peut avoir confiance en la façon dont il comprend son environnement, qu'il n'est pas seul et que, même s'il doit supporter son environnement familial, il saura mieux s'y adapter. Il saura que ce n'est pas lui qui est mauvais, qu'il ne mérite pas cette violence, mais que son parent a des limites dont il n'est absolument pas responsable. La prise de conscience et l'éventuel éloignement de ces relations toxiques sont des étapes importantes vers son épanouissement personnel. Je vous remercie de votre attention et prenez bien soin de celle que vous vous accordez. À bientôt!